Bonjour à tous, Interaction chaque vendredi midi 30, 13h, votre émission interactive. Je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat qui se trouve à côté du player. Et bien sûr, derrière cette émission, un fonds commun de placement, une SICAV qui permet de participer à nos décisions de gestion qui se prennent ici même en direct à la lumière de ce studio. On accueille Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Paul Schaurer, qui représente la partie gestion. La partie analyse est représentée par Hubert Tassin. Bonjour Thomas. Bonjour Hubert, vous le savez, c'est de cette confrontation entre des idées et des actions que naît la gestion et qu'on essaye de la faire progresser. On commence tout de suite par l'analyse de l'actualité de la semaine. Bon, Hubert, le grand rendez-vous, c'était Jeannette Yellen. Voilà, on a attendu. On a attendu Godot, on attend Jeannette maintenant. Voilà, et Jeannette, on l'attend, mais elle ne fait rien. Voilà, c'est la décision qui est une non-décision. Alors on peut en discuter, mais la décision de ne pas relever les taux, elle était anticipée par le marché quand même. Il ne faut pas non plus. Le marché attendait plutôt cette décision qu'une autre. Ce qui est décevant, de mon point de vue, c'est que Mme Yellen ne donne pas de visibilité derrière. C'est-à-dire que toute l'incertitude qu'on a depuis plusieurs trimestres, mais qui était devenue cruciale depuis le fameux lundi noir du 24 août, elle se poursuit. Les taux vont-ils monter tel jour, et à quel rythme? Et c'est un peu le problème, et c'est peut-être un peu ce qui fait la réaction, outre le fait qu'on n'avait pas vraiment anticipé la nouvelle, mais comme il n'y a pas de nouvelle, on a tendance à vendre quand même. Qu'est-ce que ça veut dire, Paul? Ils sont paumés? Non, moi je crois que les choses sont quand même plus claires aujourd'hui. Et en fait, on est dans une situation où on nous dit aujourd'hui, on remontera les taux. C'est quelque chose qu'on nous dit déjà depuis mai 2013 finalement, mais on va le faire à un rythme qui est très lent, et apprenez à comprendre que c'est un rythme qui est très lent. Apprenez à ne pas avoir peur d'un krach obligataire, apprenez à considérer que l'objectif final de la remontée des taux n'est peut-être pas à 4%, mais à 2%. Donc finalement, c'est apprenez le temps. Avec un scénario de taux zéro à la japonaise qui peut durer? Et ça peut durer. Ça peut durer parce qu'il n'y a pas de pression inflationniste. C'est-à-dire que la Réserve fédérale avait dit j'ai deux indicateurs. Un, c'est le marché de l'emploi. Alors, il pourrait être meilleur, il peut toujours être meilleur, mais il est quand même très très bon. Mais de l'autre côté, pression inflationniste. Et cette crise de croissance chinoise, il faut quand même l'appeler comme ça, cette hausse du dollar depuis un an, ça importe de la déflation. Donc il n'y a pas d'inflation, même si certains salaires commencent à se tendre. Donc effectivement, il n'y a pas le feu. Pourquoi est-ce que la Réserve fédérale veut monter ses taux? Elle veut les monter pour, quand le cycle tournera, avoir une marge de manœuvre. Alors il faut voir une chose, c'est que dans le fait de reporter, on reporte aussi de quelque chose qui doit se passer plus ou moins un an après le début de la hausse des taux, qui est la réduction du bilan de la Réserve fédérale. La Réserve fédérale a son bilan 25% du PIB américain. C'est beaucoup. Tant que chaque fois qu'elle est remboursée, elle remet de l'argent, il n'y a vraiment pas péril dans la demeure. Justement, elle a dit que de ce côté-là, il n'y aura pas de réduction du total de bilan. Voilà. C'est une donnée vraiment importante. C'est presque plus important que les taux. De mon point de vue, c'est finalement l'innovation ou l'information qui confirme que le rythme va être lent, et ce qui est confirmé d'ailleurs par les plots, c'est-à-dire je vous ai amené un graphe sur ce sujet-là. On va le regarder. C'est un graphe qui permet de voir comment ont évolué les anticipations des acteurs qui prennent la décision, c'est-à-dire tous les membres de la FED disent quelle est leur perspective. Alors ils le disent chaque trimestre, et là on a eu la publication, je vais l'expliquer, oui, effectivement. Des grandes orgues. Disons que nous avons envers l'anticipation qui était faite au mois de mars, en violet celle du mois de juin. Voilà. Non, même les points. Les points, c'est chaque membre de la Fed donne son vote, donne sa perspective pour les taux sur la période à venir. Et donc, c'est ce qu'ils disaient en mars. Ensuite, c'est ce qu'ils disent en juin en violet. Et puis, c'est ce qu'ils disent en orange, là, tout récemment. Et on voit qu'en fait, on ne cesse de voir cette anticipation descendre vers le bas. On a même un membre, alors ce n'est peut-être pas le même, qui anticipe des taux négatifs encore en 2016, et donc qui anticipe presque qu'il faudrait baisser les taux. Oui. Alors, c'est peut-être un peu excessif, mais ça veut dire très clairement qu'on est vraiment dans un ajustement. Et si au début de l'année, les membres de la Fed pensaient qu'on aurait un mouvement de 3,5 à 4% de hausse en 18 mois, aujourd'hui, ils ne le pensent plus du tout.
Et ça, je crois que c'est vraiment l'élément le plus important. Bon, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les actions. On parlait de la Chine, les bourses chinoises, elles tiennent finalement? Alors, les bourses chinoises tiennent. Elles tiennent, elles sont pas. Elles baissent de 17,5% depuis un mois, depuis donc grosso modo depuis la veille du fameux lundi noir. Elles montent encore de 30% depuis le début de l'année à Shanghai et Shenzhen. Bon, là, elles font moins 3,20 sur la semaine. Ça se fait dans l'ordre. Alors, je ne dis pas que les transactions soient totalement transparentes. C'est un marché qui est soutenu. Mais ça tient. Et ça tient et ça permet à tout l'ensemble de tenir. Le Japon, cette semaine, on perd 1,1%. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu espérer mieux avec la baisse des impôts sur les sociétés annoncée la semaine dernière, dont on a parlé la semaine dernière. Bon, tout ça permet de tenir Wall Street 1,5% sur la semaine, et le DAX à 0, moins, et le CAC à 0 plus. Vraiment, ça tient, et ça, c'est vraiment important. On a aussi le sujet du pétrole. Hein. On a titré le baril de pétrole peut-il tomber à $20 parce que c'est une allusion à Goldman Sachs qui a produit une étude dans ce sens. Est-ce que je dirais de façon un peu amusée que Goldman Sachs nous avait annoncé $250. Oui, c'est les mêmes. Il nous annonce 10 fois moins cette fois-ci. Finalement, il faut peut-être. Enfin, c'est peut-être un signal d'achat finalement. Alors, ceci étant, ne remettons pas en cause la tendance longue qu'on défend ici depuis très longtemps, c'est que le prix des matières premières allait baisser, que le prix de l'énergie allait baisser, et qu'on est dans une décennie de l'énergie pas chère. Mais peut-être que $20 c'est excessif. Voilà, ça a un peu remonté cette semaine quand même. On a le sentiment qu'on va aller revoir les en dessous de 40 du plus bas de 2009, mais là on a du mal à descendre en dessous de 47, on remonte à 50, on redescend, donc il y a des allers-retours. Le maintien des taux d'intérêt est aussi le maintien des taux d'intérêt pour le financement des gaz de schiste. Or, dans les gaz de schiste, il y a quelque chose qui compte énormément, c'est le financement, bien entendu. Alors, justement, j'en profite pour annoncer que la semaine prochaine, on aura le plaisir d'accueillir un spécialiste d'Alpha Value, en tout cas Alpha Value qui avait annoncé avant tout le monde cette baisse et cet impact du gaz de schiste sur les prix du brut. Donc, on en reparle en détail la semaine prochaine. Un autre graphique, Paul. Oui, un autre graphique, c'est qu'en fait, finalement, donc, si on part de l'idée que la cible de la hausse des taux, c'est 2% et pas 4%, si on est dans un univers qui est durablement taux zéro, finalement, ça veut dire que la valeur liée au temps de la monnaie est proche de zéro et qu'il n'y a plus de capacité pour les banques centrales à réellement intervenir sur ce facteur-là. Ce qui veut dire qu'en fait, il leur reste un autre facteur, c'est celui du cours de change. Alors, c'est ce qu'on voit là sur le graphique, il faut l'expliquer un peu. Voilà, alors je voulais pointer un petit peu la situation actuelle, c'est-à-dire qu'en fait, ça c'est la valeur de l'euro contre dollar sur une très longue période, c'est depuis 1970, c'est-à-dire la fin de la convertibilité du dollar en or. On est dans une situation où quand on est dans le graphe et dans le haut du graphique, c'est que l'euro est fort, et quand on est dans le bas, c'est que le dollar est fort. Donc on vient de vivre, depuis 2009, depuis la chute de Lehman, une appréciation du dollar par rapport à l'euro. Peut-être que ça correspond aussi, et c'est ça ce qui est intéressant, à la période où le pétrole est devenu de plus en plus produit par les États-Unis et qu'ils ont eu de moins en moins besoin de l'acheter à l'extérieur. Donc ça, c'est certainement pas à négliger. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'on est dans un cycle de baisse, et on voit très clairement qu'il y a une accélération de ce cycle de baisse qui était en relation avec la baisse du pétrole. Peut-être qu'on est allé un peu trop vite et un peu trop loin, et c'est peut-être ce qui ressort de la décision de cet été de la Chine de laisser déprécier sa monnaie, sachant que le FMI lui demandait de le faire, qu'ils veulent effectivement rentrer dans les DTS, et que de mon point de vue, la rencontre la plus importante qu'on a dans la période qui vient, c'est celle de, je dirais, l'empereur Xi, le président de la Chine, qui va rencontrer Monsieur Obama. Et il va sortir certainement un certain nombre de choses de cette rencontre. Un mot de conclusion, Hubert, sur ces tendances de la semaine. Bon, sur les tendances de la semaine, on a effectivement
le statu quo qui est lié aux deux phénomènes qu'on a donnés, et notamment très très lié au change. Alors, cette histoire d'ajustement par le change, c'est bien tout le problème, c'est un autre sujet de l'Europe, puisque quand vous avez un change fixe, les ajustements, ils se font par les populations et par le chômage. Donc, c'est bien tout le problème de la gestion de la Banque Centrale Européenne, et c'est un autre sujet. Un autre sujet, on passe au tableau de bord. Tableau de bord avec deux changements cette semaine, un passage du rouge à l'orange pour le niveau des perturbations et la version risque qui passe de l'orange au rouge. Tout à fait. Alors les deux premiers indicateurs sont importants puisqu'en fait ils qualifient la tectonique du marché et les avoir vus dans le orange et dans le rouge était quelque chose qui nous inquiétait. Le fait qu'ils remontent en orange pour les perturbations est quelque chose qui est plutôt agréable à voir. Alors c'est compensé par une baisse de la version risque, cependant je pense que cette baisse-là devrait être ponctuelle puisque sous réserve qu'on n'ait pas de happening ce week-end en Grèce, et a priori il n'y a pas de raison qu'on en ait, on devrait voir cet indicateur remonter dans les jours prochains. Alors, on zoome sur un graphique qui est le stress de volatilité, qui ne bouge pas cette semaine. Oui. Pourquoi ce graphique est important à vos yeux? Parce que, en fait, la volatilité est finalement ce qui a généré, ce qui est la novation et ce qui est l'indicateur le plus déstabilisant des marchés aujourd'hui. Il montre, en fait, le problème qui est arrivé sur les marchés est arrivé par cette volatilité. Et ce sont des indicateurs techniques qui ont induit tout un ensemble de choses. Alors, il y a un certain nombre de gens qui disent, en dessous, on a une volatilité de on a eu une volatilité de plus de 25% sur les actions américaines, et il y a un certain nombre d'opérateurs qui disent, c'est ce qui a empêché la Fed d'intervenir, puisqu'elle n'intervient pas quand on est dans des périodes de volatilité trop élevées. C'est ce qu'on voit avec la courbe rouge. On peut exactement imaginer l'inverse. C'est que tant que la Fed ne nous aura pas éclairci de manière un peu plus forte... Ça génère de la volatilité. Oui, ça génère de la volatilité, parce que le fait de ne pas savoir, ça génère de la volatilité quand même. Et effectivement, ça laisse la place aux rumeurs, aux surinterprétations. C'est ce qu'on a vu dans les 15 derniers jours. Mais en général, quand on a une hausse de la volatilité, ça veut dire une baisse derrière. Et là, on parlait de hausse. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important et c'est pour ça que je voulais le pointer. Et puis au passage, je voudrais dire que sur les... marché obligataire, la 30 ans américaine a connu cet été une envolée de sa volatilité et on a une volatilité sur le 30 ans qui est de l'ordre de 16%. Quand on voit les chiffres qui sont là pour un indicateur de volatilité action, on repère qu'il y a eu un changement de statut sur le marché de l'obligataire qui est considérable et qui va avoir des répercussions. Et le changement de statut est encore plus fort sur les hauts rendements, comme on les appelle, sur ces obligations privées. Alors c'est bien sûr lié au refinancement des puits de pétrole, de sable et de schiste, mais il y a l'écart entre les taux américains d'État, les taux des Treasury Bonds, et le high yield s'est creusé dans des proportions considérables. On revient dans les niveaux qui ont précédé les grandes corrections boursières. Alors, rien n'est jamais comparable, mais ces taux bas qui se maintiennent a transmis la volatilité sur les devises. On a déjà dit un mot, et sur les taux. Alors, tout à fait. Une météo qui reste en mode 3, on n'a pas changé. Il serait surprenant qu'on change, puisque finalement on est dans une période où effectivement on a de la volatilité qui a monté, on a une tectonique qui est mauvaise. Oui, on est comme Jeannette Yellen, on ne change pas. Voilà. On ne touche à rien. On ne touche à rien. Oui, mais ça veut dire qu'on pense quand même que le potentiel peut continuer à s'exprimer, notamment évidemment puisqu'on gère des valeurs européennes sur les valeurs européennes. Oui, je crois que je reviens là-dessus, ça me paraît très important. En fait, on aurait très bien pu envisager de passer en mode 4. Oui. Avec la violence de ce qui s'est passé. Effectivement, on a frôlé cette éventualité-là et elle ne s'est pas ouverte. Donc je crois que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette partie. On passe à notre rubrique performance.
Alors Hubert, on va découvrir avec vous les performances de cette semaine. Bon, donc on rend un petit peu de l'avance qu'on avait prise. Donc l'avance est de l'ordre de 1% sur le CAC 40 dividendes réinvestis. Donc c'est pas le CAC 40 que vous voyez dans les journaux qui fait 2-3% de moins. Bon, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la hausse, la hausse a été drivée par deux phénomènes. Le pétrole. Il y a deux secteurs qui montent cette semaine. Le pétrole d'une part, avec Total, mais ça on va y revenir. Et le deuxième, c'est le luxe, après la publication par Richemont, à l'occasion, donc qui possède Cartier, Piaget, etc., à l'occasion de son assemblée générale, d'une activité pour les 5 derniers mois, on va dire plus exactement, très bonne, donc avec des marges... C'est une surprise d'ailleurs. Hein, la surprise, c'est l'effet... On avait sous-estimé l'effet dollar, y compris pour des valeurs suisses. Donc on imagine ce qui peut donner cet effet dollar sur des valeurs euros, c'est-à-dire sur LVMH, sur Hermès, sur Kering. Donc on a Kering qui gagne 7% cette semaine, on a LVMH qui en gagne 3,5%, Hermès qui en gagne 3,2%. Donc ça c'est un point. Et l'autre point, c'est le pétrole avec Total, parce qu'on dit le pétrole a monté, mais c'est surtout Total pour ce qui concerne la France. Total gagne 4,5%, ça pèse pratiquement 10% d'indice, 9,5%. Un peu plus de 9 plutôt, et donc quand vous voyez que le CAC 40 gagne de 34, vous avez déjà sur le simple fait de Total 0,5-0,6%. En fait, on a regardé ça avec un peu plus de précision pour essayer d'identifier où est-ce qu'on perdait, et on le reverra un peu plus loin. Là, on a un écart de 0,80 dans un mouvement de hausse qui a été assez significatif et qui pour nous reste un mouvement très indiciel. Donc à partir de ce moment-là, Total, c'est 0,46 d'écart, c'est-à-dire que ça explique une bonne partie de cet écart, et puis le luxe, c'est l'autre partie. Alors on va voir le portefeuille aussi s'afficher pour rentrer dans le détail après les secteurs. Donc un portefeuille qui permet de se distinguer des Veolia, Capgemini ou Orange, tout en haut. Oui. Alors, en fait, on voit bien apparaître la petite bande rouge, c'est 0,41, je vous disais 0,46, c'est 0,41 sur Total. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a que 2,10 quand dans l'indice, il y en a 9,38. Et oui, on en a parlé ces dernières semaines, on craignait ça, l'effet Total. On en avait pris un peu, ce qui est contraire à notre stratégie de long terme, parce que Total a des fondamentaux qui sont quand même compliqués pour un investisseur, puisque je rappelle que ce qu'on a dit plusieurs fois, Total a diminué ses investissements pour pouvoir distribuer un gros dividende. Donc c'est pas le meilleur signe pour l'avenir. Mais donc on voulait se protéger, on en avait pris un peu, mais forcément, comme on en a moins, ça suffit pas. Tout à fait. Et d'un autre côté, on a le luxe qui n'est pas présent dans le portefeuille. Alors le luxe n'est pas présent dans le portefeuille parce qu'on considère qu'on est dans une période de respiration en Asie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu beaucoup d'investissements, il y a moins de consommation en Asie, en Chine en particulier, et les marges ont beau être bonnes, elles finiront par s'éroder. Ça ne remet pas en cause la stratégie de long terme de ces groupes, mais il y a eu un ajustement à la baisse. On voit avec ce rebond du marché une remontée, ça ne change pas notre vision. La remontée du marché, elle est liée au poids de l'Europe, des États-Unis et du Japon. C'est ça qui est... Et surtout... pour les États-Unis, l'effet dollar. D'accord. Du côté des valeurs à la peine, on a Nexity, Groupe Eurotunnel et Crédit Agricole, les trois derniers de cordée. Oui, Crédit Agricole, on n'a toujours pas de visibilité sur la réorganisation et c'est un titre qui pèse énormément. Qu'est-ce qu'ils attendent ce qu'on attend, c'est de savoir ce qu'ils veulent faire. Donc, on nous a annoncé une très bonne nouvelle qui serait la cotation de la société de gestion. On peut l'appeler comme ça, qui s'appelle Amundi, qui permettrait surtout à la Société Générale, qui est actionnaire minoritaire de sortir. Donc ça donnerait une valorisation, mais ce qu'il faut, c'est qu'on sache comment les caisses régionales qui ont l'actif et qui font le produit net bancaire vont prendre le pouvoir et quelle réorganisation on va avoir. Parce que ces banques, le Crédit Agricole, comme d'autres, mais justement, elles n'auraient pas dû être dans le même cas, puisqu'elle est coopérative, prennent des risques qu'on n'arrive pas à maîtriser. Alors d'une manière générale, mais vous aimez bien quand même. Hein, moi je pense que c'est restructuration. Je pense que dans la banque, il faut essayer de trouver les restructurations. Alors ce qui est très compliqué, c'est la banque italienne, mais c'est là où il y a le potentiel. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Et en France, j'aurais tendance à plutôt aller sur Crédit Agricole que sur la Société Générale. La BNP étant elle pas en réorganisation, mais alors. Dernier point, ce maintien des taux d'intérêt a eu un petit effet négatif sur l'ensemble du secteur financier, notamment les assureurs, puisque classiquement, le secteur profite un peu des hausses de taux.
Donc voilà. Bon, voilà. Alors, dernier point, on n'est pas présent non plus dans l'alimentaire. Et il s'est passé quelque chose dans l'alimentaire cette semaine avec les fusions annoncées de 2 brasseurs très importants. Je ne sais pas, Paul, je crois que vous avez regardé. Donc, oui, la fusion de Anheuser-Busch et de Sam Miller. C'est finalement les 2 leaders qui se regroupent, c'est des effets de taille, c'est des effets de marge. Alors c'est assez paradoxal parce que finalement ça favorise l'émergence de petits brasseurs locaux qui réapparaissent, mais effectivement c'est quelque chose qui a été salué par les marchés et un certain nombre de titres comme Pernod Ricard ou comme Danone qui sont pas représentés dans le portefeuille ont nous ont un peu coûté. Donc on a des carences alimentaires également. Tout à fait. On passe tout de suite à la gestion d'interaction. Je vous rappelle, chaque semaine, 12h30, 13h en direct sur Décideur TV, vous pouvez retrouver cette émission interactive, vous pouvez poser toutes vos questions en direct. On commence par faire le point sur les arbitrages récents. Paul, je vous laisse nous rappeler les grandes tendances. Alors, finalement, le titre qui est sorti du portefeuille, c'est Telefonica. Ça y est, c'est complètement sorti au 15 septembre. On avait terminé de vendre la ligne qui a commencé à être allégée au début du mois de septembre. On avait précédemment acheté Saint-Gobain, mais on est resté relativement calme et la position de trésorerie est encore autour de 7%. Donc, voilà. Donc à la fois on a de la marge et on est un peu à l'abri. Juste sur Telefonica, c'est vraiment un arbitrage brésilien, si j'ose dire. L'Amérique du Sud pèse très fort. Alors on voit que par ailleurs Telefonica continue à se restructurer puisque les opérations de Vivendi ont été totalement rachetées maintenant au Brésil, mais il y a des choses à faire. Dans les télécoms, on peut le dire cette semaine avec l'opération colossale lancée par Altice, alors qui est aussi une conséquence du fait que les taux soient toujours bas. Il se refinance tant que En fait, il y en a 2 qui arrivent à créer de la monnaie en Europe, c'est Drahi et Draghi. Et ils arrivent à imprimer des billets assez facilement, on dirait. Ils se mettent d'accord, mais bon... Il y en a un qui a la solution complète, c'est les marchés qui alimentent. Mais 18 milliards sur la table pour un câble opérateur, c'est effectivement... $2. C'est très impressionnant. Alors, ça n'a pas déstabilisé le secteur, ni dans un sens, ni dans un autre. Ça n'a pas fait flamber Orange, ou ça n'a pas fait écrouler Bouygues. Voilà, bon, et puis ça pourrait aussi être un catalyseur de la consolidation qui part regarder du côté des États-Unis, parce qu'en Europe, on a l'impression que c'est plus compliqué. On a eu les alarmes de la Commission européenne, le coup de frein, on en a parlé, on l'a commenté ces dernières semaines. On a des non-vendeurs comme Bouygues qui ne veut pas vendre, donc on se dit peut-être que finalement il y aura moins de pression à consolider. Oui, mais les marges ne sont pas mauvaises quand même. Ce qu'a prouvé justement M. Drahi, alors effectivement il sert ses coûts, mais c'est qu'on peut gagner quand même beaucoup d'argent avec SFR. Alors si on peut gagner beaucoup d'argent et qu'on a vendu Telefonica, est-ce que c'est pas Altice qui serait intéressant de regarder ? Il y a de la dette. Là, c'est du levier. On est très pour. On est prêt. Moi, je serais mesuré. C'est très compliqué parce que on est à la merci de n'importe quelle annonce dans tous les sens. Là, quand vous avez une valeur d'entreprise qui est constituée d'abord de dettes, même s'il y a des autofinancements en face et moins d'actifs, ça devient plus compliqué. On le voit aujourd'hui. Ingenico, spécialiste des moyens de paiement, avait envisagé de lancer une OPA sur une boîte anglaise qui fait 40% de plus qui pèse 40% de plus qu'elle. Les gens étaient inquiets. Aujourd'hui, l'opération ne se fait pas. L'action gagne 15%. Donc, il faut quand même se méfier. Donc, tout le monde boursièrement. Peut pas jouer avec la dette. C'est-à-dire jouer avec la dette des autres. On n'est plus tranquille quand Vivendi intervient, et on en a, dans Telecom Italia. Là, il le fait avec son cash. Alors, c'est un peu différent. On regarde à nouveau ce portefeuille. On va revoir le détail. Vivendi, en effet, qui est un autre acteur assez dynamique en termes d'actualité en ce moment. Vivendi a l'intention de monter dans le capital de Telecom Italia. Après avoir vendu SFR, après avoir vendu Maroc Télécom, après avoir vendu GVT.
Mais je pense qu'il y a une connaissance du dossier de l'Italie et de l'Italie italien plus large qui justifie une stratégie. Et peut-être que c'est une opération opportuniste, mais ce n'est pas certain. Et je pense qu'il y a une vraie logique. Voilà. Il faut utiliser la trésorerie. Il y a une vraie stratégie quand même dans les médias. La stratégie dans le téléphone, on a un peu de mal à la comprendre parce qu'effectivement, vendre et racheter dans les 6 mêmes mois. Mais on peut penser qu'il y a un écart de valorisation. Et quand Vincent Bolloré fait ces opérations, on pense que l'écart de valorisation, il est plutôt en sa faveur qu'en sa défaveur. Quelques idées cette semaine, Hubert, sinon. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Donc, alors, il y a ce secteur automobile où, à l'occasion d'un salon, il y a eu de la communication tous azimuts. Et Valeo et Michelin, ça va dans le sens de Paul sur la Chine, disent la Chine, on ne doit pas être si loin du point bas. Oui, c'est vrai. Alors, l'idée pour nous sur l'automobile, on en est sorti. Oui. Et bien. Et on est bien sorti. Et on préférait attendre d'y voir un peu plus clair parce qu'effectivement, il y a eu des achats assez importants en Europe. Mais 11% au mois d'août. Tout à fait. Alors, est-ce que ça va être durable? Ça, c'est une vraie question. Et on aimerait bien voir que le dossier brésilien pour Renault, que la situation chinoise se soit un peu clarifiée pour Peugeot. Et donc, finalement, on pense qu'il y aura d'autres opportunités. Alors, autre rebond cette semaine. Alors, ça, c'est un vrai rebond, mais on en avait parlé la semaine dernière, c'est TF1. TF1 était sous la pression. C'est un ouf de soulagement. Oui, c'est un ouf de soulagement. C'est un ouf de soulagement et ça va pas si mal. Et je pense, alors ça c'est un des thèmes que je pense qu'il faut vraiment qu'on recherche, les marchés cherchent de la consommation européenne et américaine. Les marchés commencent à se méfier du reste, y compris du Japon. Ça peut paraître cruel, mais le Japon est lui soumis à l'Asie quand même, beaucoup plus que nous. Et donc, des valeurs comme, on en a, hein, mais des valeurs comme TF1, des valeurs comme RTL Group sont des valeurs qui sont recherchées. Nous, on a du Havas via Vivendi et on a du Publicis, donc il ne faut pas... Je pense qu'il faut... effectivement, c'est un vecteur important, mais finalement, on le joue quand même dans le portefeuille parce que la résilience qu'il a eue dans la baisse vient essentiellement du fait que les chiffres d'affaires étaient très européens et beaucoup moins chinois, donc surjoués par rapport, faisant l'objet d'un ajustement d'anticipation. Voilà. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui va se développer progressivement, parce qu'on est d'accord, mais on l'a déjà d'une certaine manière, et peut-être... On n'est pas très présent, voilà, c'est... On n'est pas présent effectivement dans le secteur de la consommation cyclique. On est plus B2B que B2C. Ni même non cyclique, parce que bon, on n'est pas très présent. C'est tout. C'est une... Ah ben dans le cyclique, on n'est absolument pas présent, voilà. Effectivement, puisqu'on a un choix très fort qui est d'être en retrait sur les matières premières et sur l'énergie. Alors, en revanche, il y a un secteur qui douille alors, de manière considérable, et on en était sorti précisément à cause d'un avertissement de ADS et de Zodiac. C'est Zodiac qui est le pain de la semaine, on peut le dire, hein, 18%. C'est une valeur, c'est le bon élève. Alors quand le bon élève dit finalement ça ne va pas être bon cette année, on va passer toutes les provisions d'un seul coup. Mais c'est incompréhensible parce qu'on voyait ce carnet de commandes qui était à 10 ans. C'est le problème. Mais je pense que c'est vraiment intéressant de voir que c'est la logique de la supply chain qui a été mal maîtrisée. Oui. C'est-à-dire que l'accroissement du carnet de commandes, si la supply chain ne peut pas fournir, ça pose des problèmes. Ça se retourne contre soi. Alors, on disait qu'on avait des manques dans l'alimentaire. Est-ce que, voilà, c'est pas le moment de... Je pense que c'est le moment de regarder, mais je le dis depuis un petit moment. Hein, j'ai parlé de Bonduelle, j'ai parlé de Ebro Food, c'est-à-dire Panzani Lustucru. Il faut... C'est un truc à la mode, hein. C'est la consommation européenne, Europcar, c'est de la consommation européenne, américaine pour quasiment la totalité. Alors Europcar n'a pas de volume, donc, puisque c'est une introduction récente et qu'il n'y a pas eu encore de reclassement et que surtout que l'actionnaire principal n'en a pas mis assez sur le marché, à mon avis, pour que ça puisse se multiplier. Mais il y a quelque chose à regarder. Paul, ça vous donne faim l'alimentaire? En fait, je pense que le différent qui existe entre nous est plutôt quant au timing. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on interprète le rebond de cette semaine finalement comme un rebond indiciel. On l'évoque assez régulièrement, on cherche à se prémunir de ce risque de rebond par des choix plutôt indiciels. À côté de ça, le fait d'être à 7% de trésorerie veut dire qu'on a allégé et qu'on n'a pas réinvesti. Et donc,
avec des reculs de marché comme ceux puisque le marché semble vouloir vendre la nouvelle finalement, avec des reculs de marché comme cela, ça va nous donner des possibilités de venir sur des supports qui sont plus orientés vers la consommation, parce que c'est indéniable, c'est un axe. Et alors la consommation de luxe, un dernier mot là-dessus? C'est compliqué. Je pense que c'est pas cher. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment surestimé le poids chinois. Et il y a toujours des nouveaux riches en Chine. Et même le poids des nouveaux riches. Donc on voit bien dans les chiffres de Richemont, puisque c'est ceux qu'on a eu, l'effet dollar qui joue en Amérique, l'effet dollar qui joue au Proche-Orient, où il y a aussi des gens qui ont de l'argent. Ils ne s'adressent pas à tout le monde. Ce n'est pas la même chose que Peugeot qui essaye de vendre en masse et qui doit vendre en masse aux Chinois. Donc je pense que c'est pas cher. Mais le problème, c'est que c'est des valeurs qui, en revanche, ont des multiples d'évaluations qui sont très chères. Donc la moindre déception, on se la prend dans la figure. Qui serait votre préféré ? Et puis il faut parler. Il faut acheter du LVMH parce que Hermès, c'est ce qu'il y a de plus beau, mais c'est quand même compliqué. Avoir du LVMH ou du Dior, c'est pas souvent une erreur. Il faut savoir, mais ça c'est une discussion qu'on a eue il y a quelques semaines, il faut essayer de les attraper à la casse. Elles ne sont pas à la casse. Voilà, c'est ça la vérité. Ça vous met d'accord. Voilà. Bon, on va en rester là, messieurs. Merci beaucoup pour ces explications, pour ce suivi hebdomadaire. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci.